Place au parti pris, c'est le retour. Les premiers partis pris de 2026 nous rejoignent. Ruth Elkrieff pour la politique, Pascal Perry pour l'économie et Abnous Shelmani pour l'international. Bonsoir à vous trois, on va revenir sur le plateau. Vous souhaitez bonne année. Bonne année très heureuse année à chacun d'entre vous et de très bons partis pris comme vous nous l'avez montré tout au long de 2025. C'est vous qui commencez, Abnous, parce que je ne dirais pas que vous êtes peut-être particulièrement touché, concerné par les événements qui se déroulent en Iran. Ouais. En tout cas, vous les avez observés, on ne vous a pas encore entendu, on est impatient de le faire sur ce qui retient votre attention sur ces 8 jours de mouvement. Vous nous dites, vous y voyez la monarchie paralysée, c'est-à-dire? Ça y est, pour moi, écoutez, c'est plus est-ce que la monarchie va tomber, c'est quand est-ce qu'elle va tomber. Là, c'est vraiment tic-tac. Pour moi, l'horloge est en marche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le plus difficile pour changer un régime, c'est la révolution des mentalités et les faits. Je vous renvoie à cette étude qui a été publiée cet été. C'est une étude d'ampleur menée par la Fondapol et le Gaman, le groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran, qui confirmait que 81%, et c'est une étude sérieuse, étayée, des Iraniens ne voulaient plus de la République islamique. C'est tout, des Iraniens. Des Iraniens. Ouais, mais bon, comme ils vont s'allier après, allons-y, c'était des Iraniens et pas les Israéliens. Voilà, bon, c'est sans appel, donc ça, c'est fait. C'est bien alors, 81% des Iraniens. Des Iraniens. Bon. Et la grande question, c'est pourquoi les mollahs sont toujours en place et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore différent de 2017, 2019, 2022, 2023, etc. D'abord, faut dire, l'une des particularités de la monarchie, et c'est bien pour ça que je lui ai donné ce nom de monarchie, c'est le contrôle tentaculaire sur l'économie. Pour vous faire simple, il y a 4 organismes qui détiennent 60% de l'économie en Iran. Vous avez le guide suprême Ali Khamenei qui détient lui-même un conglomérat financier. Vous avez une organisation opaque, extrêmement étrange, qui est le bras économique des corps des gardiens de la Révolution. Une fondation religieuse de Mashhad, qui est la 2e ville d'Iran et l'une des beaucoup plus religieuses que Téhéran. Et là, accrochez-vous, la fondation des opprimés et handicapés, qui est au fait un vaste empire économique, qui est issu de quoi ? De toutes les confiscations de biens après 1979, de tous les exilés dont je fais partie et de tous ceux qui sont partis et tout ce que, en gros, ils sont allés piquer. Donc c'est quoi ? C'est une arnaque, une corruption et une hypocrisie. Et c'est ça, c'est 60% d'économie qui permettent cette concentration économique aux gardiens de la Révolution de pouvoir, j'allais dire, opprimer en toute tranquillité, puisque leur pouvoir économique, ils ne le tiennent pas des civils. L'Iran pourrait être paralysé comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie, c'est que c'est tout un système de corruption qui travaille avec l'argent de la drogue, on y reviendra, qui travaille avec, en gros, de l'argent sale. Mais ça, est-ce que ça peut pas mener justement à une détermination farouche de ne pas se voir déposséder? Mais c'est bien pour ça qu'ils répriment comme ça, c'est bien pour ça qu'il y a eu des milliers d'arrestations après la guerre de 12 jours, suite à l'intervention bienvenue israélienne aidée par les Américains. Il y a quand même eu 30 000 arrestations, la torture est systématique, les exécutions publiques sont de plus en plus nombreuses, mais malgré tout ça, ça n'a pas empêché les Iraniens de continuer à descendre dans les rues. L'une des premiers mots d'ordre, c'est « nous n'avons pas peur ». Ça, c'est important. Et quand je vous dis qu'il y a quand même quelque chose, c'est que faut toujours regarder, c'est que ça ne date pas d'avant-hier. Ça ne date même pas des manifestations monstres après l'assassinat de Mahsa Amini par la police des mœurs en 2022. Et qui a touché tout l'Iran géographiquement, ça a commencé en 2017. En 2017, à Mashhad, donc ville religieuse, manifestation contre le chômage et contre la hausse des prix, déjà. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était la première fois que ce n'était pas des manifestations pour soutenir des réformistes contre les conservateurs, c'était des manifestations contre le régime. Et c'est dès 2017, à Téhéran, à Mashhad, à Isfahan, qu'on a commencé à entendre « mort au dictateur », « nous ne voulons pas de la République islamique », les gens sont pauvres tandis que les mollahs vivent comme des dieux. Ça date de 2017. Répression, comme d'habitude. 2019, rebolote, ça commence comme des manifs contre la faim. Et là, apparaît un slogan qui, là, aujourd'hui, en 2025, résonne dans tout l'Iran, qui est « Ni Gaza, ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran ». La première fois qu'on l'a entendu, c'était en 2019. Et pareil, ça a commencé à toucher un nombre de villes spectaculaires. Et le Covid est arrivé, ça a bloqué. Donc ensuite... Mais qu'est-ce qui ferait que cette fois, ce régime serait plus fragile
et pourrait, d'une certaine manière, soit s'effondrer, soit se diviser. Le bazar. Le bazar de Téhéran. C'est-à-dire que si, en 1979, au moment de la République islamique, quand la révolution a été faite, où là tout le monde a compris que c'était plié, c'est quand le bazar s'est mis en grève. Le bazar de Téhéran, faut vraiment le voir. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas le cœur, parce qu'il n'y a pas de question d'amour dans le bazar. Ce n'est pas, ce n'est pas la tête, on n'y pense pas. On y commerce, c'est le del. Le del, c'est un mot iranien pour dire en même temps le ventre et la maison de l'âme. Donc, c'est dire à quel point vous prenez la température, en gros, de l'Iran, de tout l'Iran, vraiment jusqu'aux confins de l'Iran, le plus éloigné de Téhéran, c'est le bazar. Et ça, c'est la première fois, même si en 2017, il y a eu 3 jours de grève, en 2019, il y a eu 2 jours de grève, après la mort de Mahsa Amini, il y a eu 5 jours de grève, mais là, c'est la première fois que c'est le bazar qui initie le mouvement. Le bazar a initié, ça a été suivi par des ouvriers de la pétrochimie, des télécoms, etc. Non, il faut imaginer, 80% aujourd'hui des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. 7 millions d'Iraniens, c'est une population à peu près de 90 millions, sont en train de mourir de faim. 2 tiers du territoire subit des coupures d'eau et d'électricité. Donc vous en avez 2 à 3 heures par jour. Donc l'industrie est aussi bloquée. Le fait que ça soit le bazar qui l'initie change tout. Et le fait que minorités ethniques, employés, ouvriers, étudiants, bazar, hommes, femmes, enfin tout le monde, ça a commencé au moment de la révolution Femmes, Vie, Liberté. Là, ça s'accentue et on a beau tirer à balles réelles sur la foule, vous avez l'impression que ça baisse. Et quand vous imaginez, mais attendez, même là, c'était quoi ? C'était notre très cher nouveau président, soyons réformateur, Pezeshkian, qui a admis publiquement il y a 2 jours n'avoir aucune idée de comment résoudre les problèmes. Le directeur de la Banque de Téhéran a bien entendu démissionné, et les réformes, c'est impossible, parce que pour réformer, il faudrait une réforme économique, mais ça veut dire négocier avec les Américains, et Khamenei, autant dire qu'il fasse ses bagages. Il faudrait lutter contre la corruption, mais ça veut dire quoi ? Démanteler les gardiens de la révolution, autant dire adieu la révolution. Il faudrait accepter la fin, en gros, de la révolution culturelle qui a été l'islamisme, donc autoriser les femmes à arrêter de mettre le voile et tous les interdits comme ne pas avoir de chien, autant dire signer la mort de la République islamique, et arrêter de soutenir les proxys toxiques de la région, autant dire perdre toute influence géopolitique. Et il y a quand même un petit événement nouveau, c'est quand même l'arrestation de Maduro. C'est qu'on ne sait pas, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre, c'est que avant Chavez, mais ça s'est accentué avec Chavez et surtout avec Maduro, l'Iran et le Venezuela, c'est une histoire autour du Hezbollah. C'est l'argent du Hezbollah est blanchi au Venezuela. Le trafic de drogue qui vient soutenir le Hezbollah, c'est comme ça que le Hezbollah est financé, ça vient du Venezuela. Je vous avais montré cet homme qui mariait, vous savez, l'un des plus grands dignitaires militaires qui avait marié sa fille, qui était en gros décolleté avec sa femme, de nu, etc. Lui, il a dû démissionner d'un de ses 43 postes prestigieux. Pourquoi ? Parce qu'il a été pris la main dans le sac avec l'une des familles qui bosse avec le Venezuela, qui blanchit l'argent du Hezbollah et qui est à la tête du narcotrafic. Là, ils sont en panique. Donc, il y a quand même une conjonction de faits qui fait que c'est possible. Et on continue à crier les jeunes dans les rues de Téhéran. Nous sommes les enfants, des petits-enfants de Cyrus le Grand. C'est une adresse directe à Israël pour rappeler que ce même Cyrus le Grand, en moins 539 avant Jésus-Christ, avait libéré les Juifs de Babylone. Et c'est comme leur dire, on l'a fait, maintenant il faut venir nous libérer des mollahs et des barbus et ça sera formidable. Voilà. Oui, tic-tac, comptons les heures, comptons les jours. Ils ne peuvent plus que tomber, c'est inévitable. Voilà, et pour conclure, il faut savoir que demain, les commerçants du bazar, dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, organisent une grande marche vers le Parlement, donc c'est le cœur du mouvement, et on verra. S'ils prennent le Parlement, c'est joué. Et je tiens à dire qu'à Rome, qui est la plus grande ville religieuse, c'est là où tous les mollahs sortent diplômés, on a entendu de abat la République islamique, on l'avait un peu entendu en 2017, mais là, c'est généralisé. Abnous, Ruth, votre parti pris politique ce soir. Alors vous vous intéressez aux réactions face aux événements à Caracas, face aux événements au Venezuela, et vous dites il y a les mots et les arrière-pensées. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Bon, alors, on a évoqué évidemment les déclarations d'Emmanuel Macron, qui ont été d'abord très critiquées parce qu'elles ne condamnaient pas clairement la méthode brutale de Trump. Moi, je trouve qu'il a d'abord préféré insister sur le retour de la démocratie, qui est le véritable enjeu et qui est loin d'être acquis. Mais quand même, il a été obligé aujourd'hui de rectifier et il a rappelé que cette méthode n'était ni approuvée ni soutenue. Mais ce qui m'a aussi intéressé, c'est les autres, ceux qui l'ont critiqué très violemment. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? La première réaction, et à mes yeux la plus choquante, est quand même cette manifestation organisée par Jean-Luc Mélenchon et ses amis.
pas seulement pour dénoncer l'opération américaine, mais surtout pour demander le retour de Nicolás Maduro. Écoutez. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Alors au passage, dans cette manifestation, le drapeau américain a été brûlé par la foule, petite foule quand même. Bon, je n'ai pas souvenir que le drapeau russe ait subi le même sort après l'invasion de l'Ukraine, ou même qu'il y ait eu une manifestation immédiate dans les heures qui ont suivi l'invasion, alors que c'était le même projet. Il a raté, mais c'était l'enlèvement de Zelensky et la chute du régime. Bon, on le sait, Jean-Luc Mélenchon, il est partisan de l'adhésion de la France à l'Alliance bolivarienne. Vous vous souvenez, en 2017, c'est ce qui a été très... vous vous souvenez, ça a été un des grands... Quel succès, d'ailleurs. Ah, oui, c'est ça. Non, mais ça a été un des grands chocs quand on a compris ce que ça voulait dire. Et il revendique lui-même une idéologie proche de ces dirigeants latino-américains qui arrivent avec l'étiquette de gauche et qui, en fait, installent une dictature sans pitié. Il a toujours été fasciné par le chavisme. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'appelle pas au retour de la démocratie au Venezuela aujourd'hui. Il appelle au maintien du régime qui a exilé 8 millions de ses habitants et qui a détourné la manne du pétrole depuis des décennies. Alors certains observateurs ont l'impression qu'il se verrait bien comme un Maduro français. Bon, je les laisse analyser les choses comme ils veulent. Passons à Dominique de Villepin. Bon, évidemment, il est fort de sa stature du veto français sur l'Irak en 2003 et il a fortement condamné l'opération Trump, traité Emmanuel Macron de soumis au président américain, de vassal de Trump, et il a dit: c'est la légitimation des changements de régime par la force, aussi détestable que soient les gouvernements renversés. Les précédents montrent que les changements de régime ne mènent ni à la démocratie ni à la paix, mais au chaos, qu'on se réfère à la situation en Irak ou en Libye. Alors, c'est pas faux, c'est intéressant évidemment. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a une toute petite allusion au régime dictatorial et pas vraiment un mot de sympathie pour le peuple vénézuélien dans un long message sur X. Je vous en ai donné qu'un tout petit extrait là. Et c'est un peu surprenant pour un homme qui a grandi à Caracas. Il a vécu à Caracas. Bon, alors je ne vais pas penser que c'est lié au fait que selon une enquête du Monde, ses activités de conseil post-Matignon l'ont souvent conduit dans ce pays où Hugo Chavez le considérait, selon ce même journal, le quotidien du soir, comme un vieil ami, je cite. Côté RN, qu'est-ce qui se passe ? C'est dans un même cœur que Jordan Bardella et Marine Le Pen condamnent d'abord clairement le régime Maduro. Des millions de Vénézuéliens ont souffert de cette dictature sanguinaire, personne ne le regrettera, dit Jordan Bardella. Il existait 1000 raisons de condamner le régime de Maduro, communiste, oligarchique, autoritaire, dit Marine Le Pen. Mais, dans le même temps, et en même temps, comme on peut dire, ils insistent sur le respect du droit international qui ne peut pas être à géométrie variable. Le renversement extérieur d'un gouvernement par la force ne saurait constituer une réponse acceptable. Et pour Marine Le Pen, la souveraineté des États n'est jamais négociable, elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe pour le Venezuela reviendra à accepter notre propre servitude, serait un péril mortel. Alors, et cela pour les amis, entre guillemets, de Donald Trump. Alors voilà, qu'est-ce qu'on y voit ? Effectivement, une volonté d'équilibre et surtout une occasion de se débarrasser de l'étiquette de Trumpisme de façon assez claire et plutôt facile parce que c'est au nom de la souveraineté française. Plus inattendu, pour bientôt conclure, cette réaction de Gabriel Attal, qui se veut réaliste, sans langue de bois. Alors lui, il dit, hypocrisie, dans ses atermoiements, les déclarations de façade et les condamnations sans effet. Rappelez-vous, les Européens, sortez de vos positions de spectateurs impuissants du délitement et de défenseurs béats d'institutions totalement désormais dépassées. Totalement dépassé. Et oui, donc hypocrisie et institutions totalement dépassées. Intéressant quand même, parce que c'est un peu contradictoire avec le langage habituel. Alors, pour finir, notez la condamnation du régime Maduro par Raphaël Glucksmann, qui n'est pas très surprenante, et qui demande en même temps à l'Europe de réagir immédiatement sur le Groenland, en installant une base militaire pérenne, ce qui enverrait un signal de fermeté face à Trump et qui permettrait de tuer l'argument américain sur notre incapacité à assurer la sécurité du Groenland. Bon, alors quand même, moi je ne sais pas tout à fait si on est capable, même si il faut absolument essayer de défendre le Groenland, mais de quelle façon, si on est capable de façon militaire d'aller s'installer au Groenland comme Européens et de s'opposer à l'armée américaine. Peut-être qu'il y a d'autres moyens comme ça, de trouver
pour défendre le Groenland. Parce qu'il y a 2 enjeux maintenant fondamentaux, et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut insister. Le retour de la démocratie au Venezuela, c'est ça l'enjeu fondamental, et défendre le Groenland, évidemment. Mais de quelle façon ? C'est là où la diplomatie peut jouer un rôle, ou en tout cas, les grands principes peuvent aussi, de nouveau, être invoqués. Pascal, là-dessus. Oui, je pense que... nous devons défendre le Groenland. Le Groenland, c'est central. Aujourd'hui, en termes géopolitiques, nous avons les moyens militaires de le faire. Il n'y a aucun doute sur ce sujet. Les Européens disposent des outils pour contrôler ou aider le Danemark à mieux contrôler le Groenland. Il faut rappeler que la ceinture de ce territoire, ce sont des métaux précieux et des terres rares. Il faut rappeler aussi que c'est la 2e voie de passage avec le réchauffement climatique. C'est 10 jours de transport gagnés par rapport aux routes habituelles, aux bouchons du canal de Suez ou du canal de Panama pour ce qui vient de Chine jusqu'en Europe ou ce qui part d'Europe vers le reste du monde. Donc c'est absolument essentiel aujourd'hui. La seule chose qui manque, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté politique, c'est la volonté de puissance, c'est la capacité à dire nous sommes chez nous and we stand clear. Voilà, pour reprendre une formule américaine à la Donald Trump. On verra peut-être dans les jours qui viennent si un frémissement de ce côté-là de l'Union européenne. Indispensable de réagir. Ça fait longtemps qu'on attend que l'Europe se rende compte qu'elle est aussi un empire et qu'au lieu de montrer du doigt les autres en disant « Oh mon Dieu, le réveil des empires », et si nous aussi on se réveillait, ça serait peut-être la puissance, faut pas avoir peur de la Exactement. On revient à un sujet économique, à un sujet français. Pascal, vous nous dites ce soir... grève, les médecins ont raison de passer à l'acte. Oui, je pense que l'État ne devrait pas blâmer les médecins, en particulier les médecins libéraux. Il devrait avoir le courage de dire à l'opinion, aux Français aujourd'hui, que la consommation de services médicaux comporte un coût. Alors la santé n'a pas de prix, d'accord avec ça, elle a un coût et à mon sens, il est déplacé d'en rendre responsables les professionnels. Alors la grève des libéraux, parce que c'est de ça dont il s'agit, généralistes et spécialistes, va s'étaler entre aujourd'hui et le 15 janvier. Les médecins sont invités à interrompre leur activité pendant une journée. Ça, c'est pour les médecins de ville. Et puis, il y a les médecins qui exercent en clinique, dans le secteur privé notamment, qui, eux, sont appelés à cesser leur activité du 11 au 14 de ce mois. Le raisonnement du gouvernement, il est simple et, à mon avis, hors sujet. Il est fondé sur le dérapage des dépenses de santé. Elles augmentent, c'est vrai, de façon constante et c'est très préoccupant. Mais qui faut-il incriminer ? Si les arrêts de travail explosent, si le transport sanitaire augmente, si la distribution de soins médicaux, de soins et de services médicaux augmente elle aussi, la santé n'est pas un marché qui est réglé par l'offre et la demande, avec un arbitrage par le prix, c'est un marché de besoins aujourd'hui. Et le gouvernement voudrait donc sanctionner les médecins qui prescrivent trop. C'est une idée qui est complètement folle. C'est-à-dire que c'est l'idée des quotas. Au-delà d'un certain type de gestes médicaux, l'administration viendrait dire en réalité aux médecins libéraux, vous avez trop prescrit tel médicament, vous avez trop distribué d'arrêts de travail et en cas d'échec des discussions avec les organisations syndicales, donc le gouvernement propose même d'aller jusqu'à la baisse de rémunération de certains actes médicaux. Peut-être c'est vraiment en cas d'excès manifeste. Très bien. Vous vous situez dans un territoire, j'ai réfléchi à ça cet après-midi, vous vous situez dans un territoire où vivent par exemple des gens qui exercent des métiers pénibles. Parce qu'il y a aujourd'hui une distribution géographique des métiers. Et vous constatez, le médecin constate, parce que c'est le médecin référent, qu'il y a des femmes de ménage, des gens qui travaillent sur les chantiers, des aides-soignantes qui ont mal au dos. Bon, logique. Qu'est-ce qu'on fait ? Au-delà d'un certain quota d'arrêt de travail pour mal au dos, on dit c'est fini, terminé, vous n'y avez pas. Donc c'est parfaitement stupide. La maladie, en fait, l'État reprend ce qu'il sait faire de mieux, de pire là en substance, c'est cette espèce de maladie du contrôle et de la surveillance. Alors nous sommes malgré tout dans un pays où les politiques entretiennent depuis très longtemps le mythe de la santé publique. C'est peut-être là d'ailleurs qu'est la clé. Non, la santé publique, elle n'est pas gratuite en réalité. Nous sommes dans un pays où vous pouvez consulter 3 ou 4 fois le même médecin pour la même pathologie au cours d'une semaine, et nous sommes dans un pays où le modèle est totalement hospitalo-centré aujourd'hui, avec une dépense administrative qui est absolument délirante. J'ajoute un élément, c'est que la société française, elle vieillit, ses dépenses de protection sociale vont donc
continuer d'augmenter. Et le moment se rapproche, selon moi, où il faudra dire aux Français que tout ceci comporte un prix, que ce prix, il faut le payer. Peut-être travailler plus, cotiser plus. Nous ne pourrons pas à l'avenir avoir un système de protection sociale de pays riches avec l'économie d'un pays en déclin. Oui. Et il faudra peut-être trouver un moyen de responsabiliser, mais c'est vrai que la voie semble bien étroite, et notamment à vous écouter. Merci à vous trois pour ces premiers partis pris de l'année, et merci à vous de nous avoir suivis.